L'été 2025 restera comme un tournant décisif dans l'histoire des relations canado-américaines. Le sommet du G7 en Alberta, loin d'être un simple rituel diplomatique, a mis en scène une rupture inédite entre deux partenaires historiques. On l'avait vu en vidéo, la deuxième présidence Trump, marquée par un retour offensif du protectionnisme et la rhétorique de l'America First, a placé Ottawa dans une position défensive. Le Canada, longtemps perçu comme le partenaire modèle de Washington, doit désormais jongler entre résistance, adaptation et recherche de nouveaux partenaires, tandis que la guerre commerciale, la crise du fentanyl et la question de la souveraineté redéfinissent brutalement l'ordre nord-américain. Depuis début 2025, le Canada, traditionnellement discret étant donné sa géographie et sa politique pacifique et complaisante en Amérique du Nord, revient dans le jeu géopolitique. Reste à voir s'il parviendra à prendre les États-Unis par le col et retourner la crise actuelle à son avantage. Aujourd'hui, les frontières ne se jouent plus seulement sur les cartes, mais aussi dans le monde numérique, que ce soit entre le Canada et les États-Unis, en Europe ou au Moyen-Orient. L'information, la cybersécurité et le contrôle des données sont devenus des leviers d'influence stratégique. Blocage de sites, surveillance numérique, cyberattaques, naviguer librement et en sécurité est plus que jamais un enjeu. C'est là qu'intervient NordVPN, bien plus qu'un simple outil pour changer de localisation ou accéder à des contenus géorestreints depuis votre appareil. NordVPN protège votre activité en ligne dans un contexte où les rapports de force numériques s'intensifient. Grâce à sa protection anti-menace, NordVPN vous défend activement contre les malwares, les trackers et les sites malveillants, même quand le VPN est désactivé. Une sécurité constante pensée pour tous ceux qui s'informent, travaillent ou simplement naviguent dans un écosystème numérique de plus en plus sous tension. L'abonnement NordVPN Plus inclut également NordPass, un gestionnaire de mots de passe avancé. Il génère, stocke et sécurise vos identifiants tout en vous alertant si vos données ont fuité. Un atout essentiel face à la montée des cybermenaces. Ajoutez à cela un chiffrement de bout en bout, une politique stricte de non-conservation des logs, jusqu'à 10 appareils protégés simultanément et un kill switch qui coupe automatiquement la connexion internet si la protection VPN est interrompue. En ce moment, via le lien en description, bénéficiez de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, soit seulement l'équivalent de 3 € par mois, avec une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. J'avais fait une vidéo il y a 5 mois qui avait déjà marqué les esprits, tant les défis du Canada comme de nombreux autres pays sont importants. Depuis le début de 2025, la relation entre Ottawa et Washington est entrée dans une phase de confrontation ouverte. Le président Trump, fidèle à sa ligne dure, compte imposer une surtaxe de 35% sur l'ensemble des produits canadiens exportés vers les États-Unis à compter du 1er août 2025, l'un des taux les plus élevés jamais appliqués entre les deux pays. Cette décision s'ajoute à des droits ciblant déjà des secteurs stratégiques comme l'acier, l'aluminium ou l'automobile et s'inscrit dans une stratégie qui vise à forcer le Canada à céder sur plusieurs dossiers sensibles dont la sécurité frontalière et la lutte contre le trafic de fentanyl. L'impact de ces mesures est considérable et pas que pour les Canadiens. Selon le Budget Lab de l'université de Yale, le taux effectif moyen de droits de douane payés par les consommateurs américains sur les produits canadiens atteint désormais 17,6%, un record depuis près d'un siècle. Pour le Canada, la chute des exportations vers les États-Unis s'accélère, aggrave le déficit commercial et fragilise des secteurs entiers allant de l'agroalimentaire à la haute technologie. La part des exportations canadiennes à destination des États-Unis est tombée à 68% en mai 2025 contre 76% en moyenne en 2024 selon l'agence statistique Canada. Ces quelques points, ce sont aussi des pertes d'emplois qui se multiplient. L'Ontario, moteur économique et financier du Canada, pourrait perdre plus de 68 000 emplois dès 2025 du fait des surtaxes américaines et des contre-mesures canadiennes. Cela dans un contexte, on l'avait vu, où la courbe du chômage se poursuit à la hausse, que le pouvoir d'achat s'effrite et que les investisseurs étrangers ralentissent face à l'incertitude. En réaction, Ottawa a imposé des tarifs de 25% sur 30 milliards de dollars canadiens d'importation américaine, avec la menace de porter ce montant à 150 milliards de dollars canadiens dans les semaines à venir. Cette stratégie de rétorsion est, il faut le dire, limitée par la taille de l'économie canadienne face aux géants américains. Mais l'objectif d'Ottawa, c'est de cibler des secteurs sensibles pour les États-Unis, l'agriculture, les produits manufacturés et certains biens de consommation. Cependant, le Canada est aussi réaliste. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Carney a par exemple annulé la taxe sur les services numériques, un geste d'apaisement destiné à favoriser une reprise des négociations commerciales d'ici la date limite du 21 juillet 2025, quelques jours après cette vidéo.
La guerre commerciale ne se limite pas seulement aux échanges de chiffres, elle a un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. La Chambre de commerce du Canada, tout comme de nombreux élus américains, dénonce cette escalade tarifaire qui nuit aux entreprises et aux travailleurs des deux côtés de la frontière. Les flux touristiques s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et la confiance dans la stabilité du partenaire nord-américain est sérieusement entamée. Or, toute relation commerciale est avant tout basée sur la confiance. Parmi les justifications avancées par l'administration Trump pour durcir le ton envers Ottawa, la lutte contre le trafic de fentanyl occupe une place centrale. Le président américain accuse le Canada de laxisme dans le contrôle de sa frontière sud, affirmant que le pays est devenu une plaque tournante pour le transit de ces drogues de synthèse vers les États-Unis. Rhétorique déjà présente lors de son premier mandat et qui s'est accentuée en 2025 alors que la crise des opioïdes continue de ravager de nombreuses régions américaines. Les données les plus récentes montrent une hausse continue des saisies de fentanyl à la frontière canado-américaine depuis début 2024, avec une augmentation de près de 18% sur les 12 derniers mois selon les services frontaliers américains. Toutefois, il est à noter que selon l'US Customs and Border Protection, moins de 1% du fentanyl saisi aux frontières américaines provient du Canada. La très grande majorité, plus de 98%, entre par la frontière mexicaine. Mexique qui reste l'acteur dominant avec des laboratoires industriels et des filières d'importation directe depuis la Chine. Le vrai problème du fentanyl au Canada, c'est le marché intérieur, puisque le Canada est passé de pays importateur à pays producteur. La crise des opioïdes est également dramatique pour les Canadiens. Certaines provinces comptent plus de 50 décès pour 100 000 habitants, un taux aussi élevé que les États les plus touchés aux États-Unis. Face à la pression américaine, le Canada a multiplié les initiatives, augmentation des effectifs douaniers, investissement dans la détection des cargaisons suspectes, campagne de sensibilisation et coopération accrue avec la DEA américaine. Le gouvernement Carney a également proposé la création d'un groupe de travail binational dédié à la lutte contre le fentanyl, mais la défiance persiste à Washington qui exige, comme toujours, des résultats rapides et tangibles. En résumé, le fentanyl fait des ravages autant aux États-Unis qu'au Canada, au point de devenir un levier utilisé par Washington pour des motifs de politique intérieure ou de négociations commerciales. Évidemment, la crise géopolitique actuelle qui se prolonge depuis plusieurs mois agit comme un électrochoc pour le Canada qui prend conscience de sa dépendance excessive au marché américain. Mais le Canada a aussi des atouts. Dès mars 2025, Ottawa a lancé un vaste plan de diversification économique avec 3 piliers. Développement du commerce interprovincial, modernisation des infrastructures et promotion des secteurs d'avenir comme les minéraux critiques et les technologies vertes. L'extraction et la transformation des minéraux critiques tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite ou encore les terres rares sont devenus des priorités absolues pour Ottawa. Ces ressources, essentielles pour les technologies de transition énergétique, les batteries, les semi-conducteurs et les systèmes de défense, font l'objet d'une demande mondiale croissante, dans un contexte de tensions géoéconomiques autour des chaînes d'approvisionnement. C'est là la force du Canada. Il dispose de l'une des plus grandes réserves de minéraux critiques du monde occidental, qu'il est capable d'extraire et surtout de transformer localement. À l'heure où 80% des capacités mondiales de traitement sont concentrées en Chine, le Canada se positionne comme une alternative privilégiée pour toute puissance désireuse de diversifier ses approvisionnements. Il est déjà le 5e producteur mondial de nickel et un acteur incontournable sur le cobalt raffiné. Pour stimuler l'exploration et attirer les investissements, le gouvernement fédéral a prolongé jusqu'en 2027 le crédit d'impôt pour l'exploration minière. L'objectif est de faire émerger une nouvelle génération de projets sur des territoires stratégiques comme le Cercle de Feu dans le nord de l'Ontario. Cette région, riche en chromite, nickel et terres rares, est considérée comme un levier de réindustrialisation majeur, bien qu'elle fasse encore l'objet de négociations complexes avec les Premières Nations. Mais l'enjeu est aussi de bâtir une véritable chaîne nationale de valeur allant du sol à l'exportation de produits finis. Cela passe par la création de capacités de traitement locales, la fabrication de composants pour les batteries et les technologies propres, ainsi que la consolidation de tout un écosystème industriel de haute technologie. Cela se traduit par exemple avec le développement d'un pôle de transformation du lithium à Bécancour au Québec, un programme de raffinage des terres rares dans les territoires du Nord-Ouest et des partenariats industriels en cours avec la Corée du Sud et le Japon dans le domaine des matériaux avancés pour les batteries.
Dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, la diversification géographique des exportations devient une nécessité stratégique. Et ça tombe bien, le Canada a une façade atlantique et pacifique et cherche ainsi à établir de nouveaux flux commerciaux vers l'Europe et l'Asie. Pour cela, le gouvernement modernise et renforce les infrastructures logistiques. L'agrandissement du port de Churchill en eau profonde vise à offrir un accès compétitif vers l'Europe du Nord et l'Asie via l'Arctique, sur fond de fonte des glaces et d'ouverture des routes maritimes. Il y a aussi l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, bien qu'orienté vers les hydrocarbures, qui permet également d'augmenter significativement les capacités d'expédition vers les ports de Colombie-Britannique, qui se chargeront, eux, des exportations vers l'Asie. Le secteur minier ne constitue pas seulement une valeur refuge pour l'économie canadienne face aux turbulences commerciales, il porte également les ambitions géopolitiques du Canada, devenir une puissance pivot capable de sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques tout en renforçant sa propre autonomie économique et stratégique dans un monde fracturé. Dans l'énergie aussi, l'autosuffisance et la sécurité nationale priment désormais sur les considérations environnementales. De nouveaux projets d'oléoducs et de corridors énergétiques sont à l'étude, malgré l'opposition des écologistes. L'objectif à terme est de réduire la part des exportations énergétiques vers les États-Unis, qui représentent plus de 95% des volumes, et renforcer la résilience du secteur face aux chocs extérieurs. L'année 2025 restera sans doute comme un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Canada. Le pays s'est vu brutalement ramené à une réalité que beaucoup, à Ottawa comme ailleurs, préféraient ignorer. La géopolitique n'est pas un décor figé, mais un mouvement permanent, parfois brutal, dans lequel il faut savoir s'adapter, résister, transformer et rebondir. L'année du deuxième mandat de Donald Trump a peut-être surtout mis fin à une forme de léthargie stratégique canadienne, confrontée à des droits de douane punitifs, à des tensions sécuritaires croissantes, à des menaces symboliques d'annexion et à une profonde remise en question du partenariat nord-américain. Le Canada, s'il veut continuer d'exister, n'a pas d'autre choix que de se regarder en face. Et il a commencé, timidement mais fermement, à redessiner sa posture. Sur le plan militaire, la rupture est aussi nette. Ottawa, longtemps satisfait de sa dépendance au parapluie sécuritaire américain, s'engage résolument dans la voie de l'autonomisation à long terme. Les dépenses de défense devraient donc atteindre 2% du PIB d'ici 2030. L'Arctique, hier périphérique, devient aussi central dans les ambitions du Canada, à la fois pour affirmer ses droits sur le passage du Nord-Ouest, pour exploiter les ressources stratégiques qu'il recèle, et pour se positionner comme un acteur responsable au sein d'un espace global de plus en plus disputé. Ce réveil stratégique ne s'exprime pas qu'en termes militaires, il touche également, on l'a vu, l'économie, et plus précisément l'exploitation de ses ressources naturelles et la diversification de ses partenaires en s'appuyant sur sa géographie. Ce repositionnement se fait dans la douleur. La guerre commerciale a déjà coûté des dizaines de milliers d'emplois, les pertes d'exportation vers les États-Unis sont massives, la hausse des coûts et des prix fragilise les ménages, les tensions sociales s'accentuent, mais cela peut être à voir aussi comme le prix à payer pour se libérer d'une dépendance devenue trop dangereuse. Dans cette période d'hostilité ouverte, la tentation américaine de réduire le Canada à un simple satellite ou de le plier à ses intérêts nationaux n'a jamais été aussi palpable. Cette provocation a peut-être réveillé l'instinct de souveraineté canadien que beaucoup pensaient éteint. Au sein de la société, les débats sur l'identité nationale, sur la place du Canada dans le monde et sur la nécessité de diversification économique, stratégique, diplomatique se multiplient. Les jeunes générations, notamment, exigent un pays capable de résister aux pressions extérieures, de prendre des positions fermes et de tracer sa propre voie, sans pour autant rejeter son voisin américain. Finalement, ce que la crise actuelle révèle, ce n'est pas seulement la fragilité du modèle canadien, longtemps centré sur l'Amérique du Nord et complètement dépendant, voire absorbé économiquement et culturellement par son voisin américain. Mieux, elle dévoile un potentiel géopolitique longtemps sous-exploité, porté par une richesse en ressources sans équivalent dans le monde développé et une capacité à jouer les médiateurs dans un monde divisé. La géopolitique, au fond, et vous le voyez à chaque vidéo sur Terra Bellum, n'est pas qu'un jeu cynique de rapport de force, c'est aussi l'art de transformer une vulnérabilité en puissance, un choc en opportunité, une dépendance en autonomie, et il est encore trop tôt pour dire si le Canada deviendra une puissance d'équilibre à l'échelle mondiale. Mais une chose est certaine, il ne fait plus partie des spectateurs passifs de l'histoire. Il en est au contraire redevenu un acteur avec des clés en main. Les États-Unis, en croyant le dominer, lui ont-ils involontairement redonné sa propre conscience. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans les enjeux géopolitiques du Canada.
Et vous, comment imaginez-vous l'avenir du Canada dans ce nouveau jeu mondial? Résilience discrète ou affirmation d'une puissance nouvelle? Trump a-t-il finalement eu un effet positif sur le Canada ou pas du tout? Dites-le nous en commentaire, surtout qu'une bonne partie de notre public est directement concernée et nous regarde aussi depuis ce pays. Vos analyses, vos questions ou même vos désaccords sont le cœur du débat, alors n'hésitez pas à réagir, partager cette vidéo autour de vous et à aimer pour nous soutenir, et en plus, c'est gratuit. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en commentaire épinglé de cette vidéo ou dans la description. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les grandes transformations du monde actuel. Merci aux membres YouTube qui nous soutiennent financièrement. C'était Quentin pour Terra Bellum et à la prochaine.